Bon les gars, on va réagir à une vidéo. J'ai enquêté sur la prise d'otage que YouTube veut oublier. C'est une vidéo que je voulais voir seul. Je me suis dit pourquoi pas le faire en stream avec vous. Elle dure 40 minutes. Elle dure 40 minutes. Du coup, posez-vous. Prenez un truc à boire, prenez un truc à manger. Quelques années, une prise d'otage a éclaté dans des bureaux que tout le monde connaît. Prise d'otage en cours à Paris, au niveau du 45 rue. Qui était au courant Rue des Petites Écuries. de cette prise d'otage? Trouvé le studio Supreme Gaming. Tentative d'assassinat Sur des youtubeurs que tout le monde suit. Il Qui était voulait au courant choper un de ces gros youtubeurs pour faire une énorme dinguerie, quoi. Il voulait négocier en disant « Moi je vous rends Cyprien si vous accédez à mes requêtes ». Tout a démarré de là. Quoi? Et pourtant, cette histoire, Mais c'est personne n'en a dingue. entendu parler. Ouais, mais j'ai jamais entendu ça. Qui a attaqué la plus grosse agence de youtubeurs et personne s'y intéresse. Les premières Pourquoi ça n'a pas été négociations à médiatisé l'assaut final, tout a été filmé. On n'arrivera pas à le Quoi raisonner, donc il faut provoquer l'assaut. Chaque minute passée, chaque mot échangé avec le preneur d'otage a été enregistré. Et à ce moment-là, il nous dit, si tes collègues ne reculent pas, je coupe l'oreille d'un otage, ça va finir comme ça. C'est Pour une cette dinguerie enquête, de dire ça. j'ai rencontré tous les intervenants présents ce jour-là. Du chef de la BRI au sapeur-pompier, du directeur de la police judiciaire au Prendre la et colorimétrie est évidemment, magnifique. les otages. À ce moment-là, moi j'entends j'ai une bombe, je vais tout faire sauter. Avec leurs témoignages, on va revivre en temps réel tout ce qui s'est passé. Le risque principal, Oui, ils ont même engagé des acteurs pour la vidéo. Dans ce nouveau documentaire, on va découvrir comment l'homme est entré dans la plus grande agence de créateurs, Il me dit qu'il a un colis pour un youtubeur et il me demande s'il est dans l'agence. quel était son plan initial et jusqu'où il était prêt à aller. Il a un briquet, il y a de l'essence, il y a des otages. À tout moment, il peut allumer avec son briquet et faire exploser le bâtiment. Et comment j'ai réussi à retrouver sa Ouais, trace comment ça peut passer inaperçu? Le montage est fou. 7 ans après sa disparition. Mais comment ça peut passer inaperçu? Un niveau de dangerosité 2018, très putain. élevé. De son arrestation C'est à à son 8 ans. passage en hôpital psychiatrique, Là, vous avez des dizaines de soignants en blouse blanche comme ça qui sortent. jusqu'au jour où j'ai découvert que il avait été libéré. Certaines sources indiquent qu'il serait en possession d'une bombe. Vu comment il était armé, il pouvait faire sauter la porte sans aucun souci. Reçu à tous, imminence de l'assaut. Ou je sais quoi ce document, l'intro de fou là. J'ai cette vidéo à monter. c'est bon, c'est Squeezie qui dit ça. J'ai cette vidéo à montrer sur YouTube. Ah, je pleure de rire. Putain, c'était en 2018, ça se trouve, c'était la hype Fortnite. C'était médiatisé, pas assez. Non, je pense pas à ce genre de truc, les gars. Il y a 8 ans, les gars. Ça se trouve, on n'aurait pas eu de GP Explorer, on n'aurait pas eu de court-métrage de Cyprien. Cette enquête, je l'ai commencée il y a 1 an exactement. Et entre les déplacements, le tournage des reconstitutions, les graphismes, le montage, bref, toute la production du documentaire, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et évidemment beaucoup de moyens. À chaque fois que j'ai utilisé cette carte en tournage ou pour mes recherches, on m'a demandé d'où elle sortait. Et comme la réponse, c'est ma banque partenaire depuis plusieurs années maintenant et qu'elle m'a permis de On rester va totalement... mute la collaboration commerciale, mais on va la regarder parce que ça permet de financer le monde, les gars. Ça permet de financer le créateur qui fait déjà un travail monstrueux. J'ai déjà like. Les gars, abonnez-vous à Ludoc. Il fait le documentaire, elle est monstrueux. Hein. Attendez. What the fuck. Par contre, les vidéos sont folles. Hein. J'espère qu'elle fait le million, celle-là, parce que elle est vraiment folle. Ludoc, je sais pas si je vais regarder sa vidéo sur son docu de Kaizen. Ah, il en a fait aussi. Bah, je vais regarder peut-être. Hein. Il faut que je regarde Kaizen déjà. Là, c'est fini. Un extrait de sont authentiques. Certaines images de vidéosurveillance et vues aériennes sont des reconstitutions basées sur des recherches et des témoignages directs. Le nom de certains intervenants ont été volontairement masqués afin de préserver leur anonymat. Ok. Ce jour-là, beaucoup de choses ont été dites dans les médias. Des demandes pas très claires pour le moment. Ok, ça a été médiatisé. Il retiendrait donc mais tout le monde s'en foutait. Peut-être même 3. Personne comprenait ce qui se passait. Ses motivations, elles sont pour l'instant assez floues. Et personne savait qui le preneur d'otage ciblait. Il s'agirait d'une agence de communication. 7 ans plus tard, je peux maintenant tout vous dévoiler. Dans mes recherches, en plus des témoignages des autorités, des voisins de l'immeuble et des journalistes sur place, j'ai pu récupérer les images de l'assaut et l'enregistrement audio du preneur d'otage pour vous raconter cette fameuse journée du 12 juin 2018. Et ce documentaire, je l'ai structuré en 3 épisodes. Dans cette première partie, on va voir qui était dans les studios et comment le preneur d'otage a réussi à s'y infiltrer. C'est quand même un individu qui a quand même identifié l'endroit où Cyprien faisait ses enregistrements. Avant de comprendre pourquoi la BRI et les sapeurs-pompiers ont dû préparer un plan Ça fait d'action. trop peur d'être youtubeurs là, j'ai trop peur d'être youtubeurs. Peuvent être cachés. Mais avant d'en arriver là,
on va revenir un peu en arrière Ouais, et se demander peut-être t'as raison, c'est à cause de pourquoi Fortnite. Hein. le preneur Mais ça a été d'otage quand même médiatisé, tu vois. a décidé Mais d'attaquer personne n'en parlait quand même. cette agence. Non, je pense pas que ce soit que pour ça. Hein. Selon deux informations, l'homme est entré dans les locaux de Parce qu'en fait, regardez, là, ça parlait sur Twitter, ça a parlé à la télé et tout machin. Mais les gars, vous vous rendez pas compte, il y a une prise d'otage avec des armes à feu parce qu'ils étaient youtubeurs. Mais c'est une dinguerie d'entendre ça. Quoi? Le premier projet avec Mixicom, c'était Cyprien Gaming. Bonjour Internet, ça va Squeezie? Ça va? Oh, la nostalgie. Mixicom, en 2018, c'est l'agence de tous les plus gros créateurs sur YouTube. Comme Cyprien, Squeezie, Norman, Natou, John Rachid ou encore Le Rire Jaune. La société les aide à trouver des partenariats qu'il était et à sur produire Mixicom, leurs vidéos Le Rire en leur Jaune. proposant notamment leurs studios qui sont situés À Paris, dans le 10e arrondissement. Au niveau du 45 rue des Petites Écuries. Rue des Petites Écuries, c'est la rue où se trouvait le studio. Attendez, 2 secondes. Premier degré, attendez. J'ai trop peur d'un truc. Oh, ok, c'est pas là mon tournage. Ok. Les gens sont. Mais les gars, les gens sont fous. Hein. Par contre, ouais, Norman. Mais Norman, il faisait partie, hein, les gars. On peut pas l'effacer de l'histoire. Cyprien Gaming, et on est resté ici 2 ans et demi quand même. Ça va être le premier studio créé dans Mixicom, avant de mettre pas très loin celui de Cyprien, qui était en fait collé à celui de Norman. Ah, what the fuck? Encore à côté, le ouais. studio du show jaune de Kevin, avec en face celui de John Rachid, Ah ouais. et le plateau du Latte Show Alors, avec studio, Natou. c'était comme ça en fait. Mais Pas c'est loin. une dinguerie. En fait, c'est un décor. Autour, il n'y a absolument rien. C'était l'époque où beaucoup de créateurs quittaient leur appart pour tourner dans un vrai studio pour éviter que les What the abonnés fuck. trouvent et partagent leurs adresses. En fait, des abonnés avaient repéré notre adresse et avec le bouche à oreille, on a eu droit à beaucoup de visites. Je sais que ça part d'une bonne intention, c'est pour venir prendre des photos avec nous, mais en fait, au quotidien, c'est un petit Bonne peu intention de de prendre des photos. On C'était pouvait pas voir les bureaux de compatible, je suis désolé. Mixicom dans pas mal de leurs vidéos, comme le couloir entre les différents studios, les figurines de jeux vidéo, C'est bizarre ici quand même. Ils sont un peu chelous. ou encore la cour devant l'agence, qui a la particularité d'avoir des vitres teintées, détail assez important pour la suite. Moi-même, j'y avais garé une voiture pour une vidéo que j'avais réalisée avec Cyprien, Squeezie et le transporteur. Pardon? Avant de tourner la dernière scène devant les entrées du 45 et 47 de la rue des Petites Écuries, à peine quelques mois avant la prise d'otage. Bref, à cette époque, les créateurs passaient leur temps en tournage dans cette agence. D'ailleurs, un mois avant la prise d'otage, Ça aurait été Cyprien une y tournait ses dinguerie vidéos de à faire fond cette du langue, vidéo, hein. John Rachid y tournait les pubs de Jean-Claude Van Damme, Ah et une ouais. semaine avant, Kevin y tournait une scène d'être allergique au pollen dans un des bureaux sous le grand couloir. C'est une dinguerie de faire Et ça. c'est d'ailleurs dans ce bureau, 6 jours plus tard, que la prise d'otage va avoir lieu. Bref, Wesh. donc des studios de tournage pour les créateurs, et juste en dessous des bureaux, qui servaient quelquefois de salle de maquillage, salle de montage, ou encore pour organiser des réunions d'écriture. On profitait des locaux pour pouvoir se retrouver, écrire des fictions ensemble, des Putain, ça a projets. été. Des idées de filles. Il y a 8 ans, il y avait quand même. Stand-up aussi. C'est quand même etc. bien placé YouTube. Hein. endroit pour bosser de la planète parce que t'as que ça Et à des faire. studios et tout, what the fuck. Et première. Ok, c'est parti. Eux, c'est Karim, Dikaza, Sabrina et Guillaume. Et le jour de la prise d'otage, ils étaient dans le bureau des auteurs de Mixicom. Il retiendrait donc 2 otages, peut-être même 3. Vous les avez peut-être déjà vus dans une vidéo avec Jérémy Nadeau, C'était pas si compliqué? en cowboy avec Mr V, Mettez-moi un verre de lait. mais aussi dans des vidéos avec John Rachid, ou avec McFly et Carlito. Ah, la Ils sont nostalgie tous les de frères fou. scénaristes, mais ils sont surtout très proches depuis des années, et c'est ce qui va être déterminant au moment de l'attaque. Guillaume, c'est un mec que je rencontre sur un tournage en 2004, je crois. Et moi, je suis en galère de comédien. 2020, c'était il y a 6 ans. Rôle, etc. Il me dit ouais. On prend le costume d'un tel qui a le costume d'Indiana Jones, on écrit un truc, on tourne cash. L'arche perdue. Et la ligne B, c'est D. Et fou rire de 4 heures. On fait un fou rire de 4 heures. Je me dis, ouais, ce gars-là, en fait, on va bosser ensemble longtemps, tu vois. Ah, j'adore ce réel. Génial, j'adore ce mec. À partir de ce moment-là, on a dit t'as envie de jouer la comédie, tu veux écrire, tu veux réal. J'ai envie de jouer la comédie, je veux écrire, je veux réal. Et ben on s'est plus jamais quitté. Et au cours d'un de leurs tournages, Kaza va rencontrer Sabrina. Donc on a commencé à rigoler, vraiment, genre en mode pote sur les réseaux, mais ça a duré longtemps. Ensuite, après, on a commencé à se dire, bah attends, viens, on se voit, etc. On est parti au billard, on est parti au resto, etc. Pendant un petit moment, on est vraiment devenus potes. Et on se voit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et quand il revient, bah ça y est, en fait, c'est parti. Ils vont se marier. Et je les amène au mariage, c'est moi qui les conduis. Et l'histoire commence comme ça. Et puis Sabrina est devenue pote tout de suite. Parce que c'est une fille qui est extrêmement drôle. Et c'est une super scénariste. Et quand j'arrive à Mixicom, elle est là aussi. Elle rejoint le pôle auteur, donc on est H24 ensemble. Ça fait bientôt 16 ans qu'on est ensemble. Putain, les gars, être Et bien nous entouré présente comme ça, mariage. ça rend le smile. Et en juin 2018, c'est trop bien d'être bien Sabrina entouré est comme ça. enceinte de 8 mois. Ce qui est plus préoccupant, c'est que parmi les otages, il y aurait Bienvenue à toi, une Edé. femme enceinte.
Putain, enceinte. Oh, c'est une dingue. Ce jour-là, on a un la petit pression comité. quand t'es daronne, tu t'entends Et ça. on est focus sur notre série, notre Bible. On est en train de travailler, en train d'échanger, on se marre la gueule, comme d'hab. Et à 15h45, depuis le bureau, depuis la porte vitrée, je vois un livreur arriver. Des livreurs, on en voit souvent, il y avait toujours des livraisons. Parce que t'as toutes les marques qui font des cadeaux, t'as tous les youtubeurs qui se font envoyer des choses, et puis même nous, des fois, on se fait envoyer des trucs. Donc je le vois rentrer, et donc bon, on s'inquiète pas. L'homme porte 2 sacs avec lui, garde son casque et marche dans le couloir en observant les bureaux autour de lui. Et là, je vois un mec qui penche sa tête dans le bureau de la production dans laquelle on est, habillé en Deliveroo. Je vois pas son visage, je suis plus happé par son attitude. C'est bizarre, un mec qui rentre dans un bureau qui regarde pas les gens, il regarde plus autour comme s'il y avait un truc. Au même moment, Putain, il les fait 3D Agnès et par Blanche, deux productrices qui travaillent dans le bureau à côté, ouvrent la porte et lui demandent ce qu'il vient livrer. Mais l'homme ne répond pas. Et elle lui dit ça plusieurs fois. C'est que moi, ça m'énerve. Je me dis, un livreur, il vient, il répond pas. Chat, ça me met la tension. Casa, par instinct de protection, parce que Sabrina est là, se lève et le pousse et l'amène dehors en disant mais en fait vous cherchez quoi, vous cherchez qui ? Agnès et Blanche s'approchent aussi de lui, ce qui semble le déstabiliser. Et il arrive à ce moment-là face à moi. Et là, il sort un calibre, il me le met en face. Wesh. À ce moment-là, moi j'entends j'ai une bombe, je vais tout faire sauter. Et là, le premier truc qui me vient, on est quand même chez Mixicom, je me dis c'est un prank. Il est nul son prank, mais c'est un prank. Et je regarde le calibre. Quand c'est un J'ai prank, doute, c'est terrifiant. Je vois que le trou, il est petit. Casa regarde le flingue, il voit la sortie du flingue et dit on dirait pas un vrai flingue. Et du coup il fait pas ce que le mec lui demande. Il se met pas au sol, il reste figé. Et je suis face à lui et je dis, oh, je vais pas me mettre à 4 pattes. Et je me dis encore, ça se trouve, c'est un prank. Débile, mais c'est un prank. Et là, il sort une lame. Et là, je dis, ok, c'est pas un prank. Et là, j'ai Sabrina en face de moi Terrifiant. qui me regarde et C'est quoi, quel genre de blague même? Et je sens que Guillaume a compris, lui, que c'était pas normal. dans ses yeux, il y a qu'est-ce qu'on fait. Et je me dis, ok, c'est un attentat. Et là, Guillaume, tout de suite, me dit, c'est pas une blague, on s'en va. T'es enceinte, on s'en va. En 2 secondes 30, je switch. Le regard de Sabrina me dit, bah en fait, tu prends ta responsabilité, t'as pas le choix. Les gars, j'ai les frissons là. À ce C'est moment-là, terrifiant de on sait vivre pas trop ça. Ce qui se passe, on voit juste de manière zoomée la sortie. Je vois la porte qui est à côté, qui nous mène dans la cour. J'attrape Sabrina, je la fais passer sur le bureau. J'ouvre la porte, ou sous du coup. Je sors Sabrina. Et là, je cours, mais je cours sans trop savoir ce qui se passe. Toute ma course, je pense que je vais me prendre une balle dans le dos. On court donc jusqu'à la porte cochère. Je sors Sabrina qui commence à hurler « Mon mari est à l'intérieur, il va mourir ». C'est terrifiant. Par contre, c'est reconstitué, du coup, c'est une giga bonne actrice. Hein. Blanche et Agnès, qui dans le mouvement ont réussi à sortir, les rejoignent. Seul Casa est resté dans le couloir. J'entends que la porte, elle s'est ouverte. Donc je sais que Sabrina et Guillaume, ils sont plus là. Pris de court, le faux livreur panique et se retourne, ce qui va permettre à Casa d'en profiter. Je me dis, je vais pas aller dans le bureau, parce que potentiellement, il peut voir Sabrina et Guillaume partir ou je sais pas quoi. Je vais dans le studio qui est en face. C'est terrible, le courage qu'il vient d'avoir. Casa entre dans un des studios de tournage et se couche au sol pour pas se faire tirer dessus. Et je me dis, bon, bah s'il a un couteau, c'est sûrement un vrai calibre. C'est terrifiant. Ce qu'il vient de la porte. Le traumatisme qu'il a subi. Mais finit par abandonner. Casa se retrouve enfermée et à l'extérieur, Sabrina n'arrive pas à se calmer. Je sais pas ce qui se passe, j'ai abandonné mon mari à l'intérieur parce qu'il m'a pas suivi. C'est la panique totale, j'ai des contractions qui commencent, moi je suis pas loin de mon terme. Guillaume, il a été séparé de moi, donc je suis même pas avec mon ami, je suis seule. Moi, je tiens ces grandes portes en bois avec l'espoir que mon pote sorte. Non, et là, c'est je vois le terrifiant. mec en face de moi. Il me regarde, il voit que je suis loin. Et il ferme la porte. Moi, je sais plus ce qui se passe à l'intérieur. La porte est vitrée. Et là, je prends conscience que je peux rien faire d'autre que ça. Terrifiant. Et à ce moment-là, c'est l'attente. À 15h46, une des productrices appelle le 17. 17 police secours, je vous écoute. Très vite, la police va trouver sa localisation
et chercher la patrouille la plus proche de l'adresse. Très rapidement, le PC radio lance un appel d'urgence et demande aux équipages les plus proches de se signaler. Salut toi, Une caméra de Gacha. verbalisation filme la rue, mais rien n'indique une prise d'otage. Et à quelques rues, 2 policiers municipaux à vélo répondent à l'appel et sont envoyés à l'adresse pour comprendre ce qu'il se passe. C'est terrifiant, ils Et en prennent les pas du tout attendant, ça au sérieux alors qu'il y a Kaza est toujours enfermé et cherche une solution pour sortir. C'est terrifiant. Suite à l'appel au 17, en quelques minutes, les premiers policiers arrivent sur place et se positionnent aux 2 entrées. La prise d'otage est confirmée, les renforts spécialisés et les secours sont très vite appelés. Tous les acteurs policiers vont être appelés très rapidement, vont pouvoir se rendre sur place. Les autorités de la police. Mais est-ce qu'il est seul? C'est ça qui me terrifie. Est-ce qu'il est seul? Les sapeurs-pompiers de Paris sont également avisés. Le préfet, bien évidemment, parce que ça se passe à Paris, est immédiatement avisé. Et très vite apparaît la nécessité d'envoyer un moyen spécialisé d'intervention. Et le moyen spécialisé d'intervention à Paris, c'est la BRI. La BRI, c'est pourquoi brigade. La BRI, c'est la brigade de recherche et d'intervention. Bah voilà. C'est une unité d'élite de la police judiciaire pour lutter contre le grand banditisme, les prises d'otages et plus récemment contre le terrorisme. L'assaut a été donné par les hommes de la BRI. Le 13 novembre 2015, c'est la BRI dirigée par Christophe Molmy qui a lancé l'assaut final au Bataclan. Et ce 12 juin 2018, c'est aussi lui qui va diriger l'opération d'intervention au 45 rue des Petites Écuries. Ok, ils ont un nom dans le milieu. Hein. Oh, Caché dans terrifiant, un lui, il est toujours là. Kaza va commencer à chercher une arme. Je suis comme ça, je suis à l'affût, je regarde, je vois des poids, on avait ramené quelques poids pour s'entraîner. Et d'un coup, j'entends du boucan. Oh, c'est terrifiant, c'est Il se dit que terrifiant. Guillaume est revenu l'aider et décide de sortir. Et je suis en train de regarder, je dis, mais avec quoi je peux me battre contre lui? Il a des armes. Donc je me retourne, je vois un vieux balai, je le prends, Non. je garde le manche et je sors. What the fuck. Oh, mais ce mec, Ce n'est pas Guillaume qui est face. Ce mec a des couilles en or. Mais je. Mais un autre homme au sol. Quelques minutes plus tôt, Louis, un voisin qui habite juste au-dessus des bureaux, descend fumer dans la cour sans savoir ce qu'il se passe. Oh, Sabrina, non, Guillaume, pauvre. Blanche et Agnès sont déjà sortis et appellent les secours à ce moment-là. Non. Dans la cour, la porte s'ouvre, le livreur demande alors à Louis de l'aider avec ses sacs, il rentre, Non. et une fois dedans, Non. l'homme le frappe à la tête. Louis finit alors au sol, totalement inconscient. Et c'est là que Kaza arrive avec son balai. Lui, il est au sol, KO. Et il y a le gars avec la lame levée. Et il va se manger un coup de lame. Donc j'ai le balai et je cours en l'insultant. Mais ce mec a un courage de fou malade. Ce mec est un héros, donne-lui un Oscar. Oh. Là, je suis face à lui, il recule, je lui jette dans le casque. Mais il a un flingue, mais ce type est fou, il a une arme. Il va sortir une sorte de cric. Oui. Et là, moi, je me mets en garde, je me prends pour Mike Tyson, tu sais, je me dis, ouais, je vais esquiver cette barre. Et lui, il tape là où je vais esquiver, donc il met ma tête où il va taper, en fait. Ce mec est un... What the fuck. Donc là, je suis un peu KO, je sais pas ce qui se passe, et il est en train de m'arroser. Et ça pue l'essence. Il veut le brûler. Je vois, brûler. il m'arrose, donc je me lève, ça me donne encore un plus de jus. Je recule, je vais dans le bureau, et là, il cherche son briquet. Il le sort. Non. Mon cœur, il bat à 2000. C'est simple, avec tout l'essence qui m'a arrosé, il fait une étincelle. J'ai une banane flambée. Je me mets contre l'armoire en bois qu'il y avait. Je me pousse contre l'armoire et je pousse de toutes mes forces. Mais ce mec a un courage monstre. Là, il est par terre, donc je fonce vers la porte. Non, et c'est là, c'est fermé à clé. Oh. Et moi, je vois le loquet du haut et le loquet du bas.
Je les déverrouille les deux et j'ouvre la porte, je la casse en fait. Mais ce mec a un instinct de survie, c'est un héros de fou. Non. Puis là, j'entends une énorme détonation. Je me dis, putain, il vient de tirer sur mon pote, tu vois. C'est la première chose à laquelle je pense. Et je me dis, il a eu besoin de moi et je suis pas allé le chercher, tu vois. Mais la vidéo est trop bien réalisée, de fou malade. À quelques mètres, Sabrina a été prise en charge dans un hôtel, mais elle n'arrive toujours pas à se calmer. À ce moment-là, j'ai besoin de prendre les choses en main parce qu'en fait, je suis impuissante. Enfin, moi, ma manière d'accepter, c'était, je me suis dit, bon, accepte qu'il est mort, accepte que c'est fini, parce qu'en fait, j'étais dans un tel état de panique qu'il fallait qu'à un moment donné, j'accepte le deuil pour avancer. Moi, je me voyais déjà rentrer et dire à mes enfants, bon, bah... Oh, pardon. Ça me fait un peu de peine parce que je trouve ça triste, excuse-moi. Tout va bien. Oh yo. Je reprends, excuse. C'est quel niveau de masterclass À partir de ce moment-là, le temps il est distendu. D'un seul coup, sur l'autre porte cochère, je vois Kaza qui sort. Je suis plein de sang avec l'arcade pété. J'ai les godasses pleines d'essence, parce que vraiment, il m'a aspergé, je suis plein d'essence. Et je glisse et je tombe. Et salut à toi, Lio. Guillaume, je crois, il me semble, de loin. En fait, ce qui me terrifie le plus, c'est que là c'est de l'acting, du coup, c'est ultra bien fait. Mais il y a les caméras de surveillance encore plus terrifiantes. De loin. Tout de suite, je cherche Sabrina. Je me dis, où est-ce qu'elle est, Sabrina? Où est-ce qu'elle est? J'entends que peut-être quelqu'un est sorti et qu'il a un t-shirt blanc. Et on me dit, ah, elle est là-bas, elle est là-bas. Et donc, dès que j'arrive, je vois Sabrina qui tombe à mes pieds. Et elle est en sanglots, elle explose, tu vois. Et elle me dit, je crois que... Oh, attendez, deux secondes, je dois vérifier que... Non, c'est bon. Ok, mais je suis désolé, mais les gars, la vidéo est folle. J'ai regardé 20 minutes, là, je l'ai mangé comme ça. Les tensions est là, la musique est là. En fait, c'est pas juste un documentaire, c'est un documentaire il y a des preuves et tout. Moi, je suis choqué. T'allais mourir, etc. T'es en pleurs, là. Ah, salut, Rari, comment vas-tu? Et du coup, je l'enlace et là, je sens qu'il sent l'essence. Donc, je comprends l'ampleur et je comprends que là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Et à partir de là, on est pris en charge et on est escorté dans une ambulance pour être emmené à l'hôpital. Tu m'étonnes. Mais attendez, il a pas été tiré du coup? Enfin, il a pas été touché, heureusement. Heureusement que le mec de la BRI arrive sur place. n'a pas réussi à tirer. Son poste de commandement n'a pas réussi à viser. Où se sont réfugiés ceux qui ont réussi à sortir quelques minutes plus tôt. Ce qui est important dans ce genre d'opération, si vous voulez, c'est faire d'abord le point lorsqu'on arrive pour avoir toutes les informations utiles. Dans ces conditions-là, on monte un plan et on regarde où se trouve l'endroit. Pour avoir toutes les informations utiles. Dans ces conditions-là, on monte un plan et on regarde où se trouve l'endroit, de manière à cerner le bâtiment et aussi la topographie des lieux. Depuis la cave de l'hôtel, un officier de renseignement va alors parler avec les témoins pour recueillir le maximum d'informations. Moi et Kaza, on fait le plan de dessus. On lui dessine le plus détaillé possible tout ce qu'on connaît de Mexicom. Ce qu'on a besoin, c'est des plans, c'est la description des lieux à l'intérieur, s'il y a des armes, comment se conduit le preneur d'otages, comment il est habillé, des choses qui vont être utiles sur l'intervention, parce que l'intervention en elle-même ne dure que quelques minutes. Mais les gars, un premier plan de fou malade, t'as raison, Matt. Matt. La BRI est vite confrontée à un problème. Toutes les vitres extérieures dans la cour sont teintées. Ouais, du coup, on voit rien, c'est encore plus terrifiant. Ce qui rendait délicat l'intervention, puisqu'on pouvait nous voir sans qu'on voit les personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Donc, en termes de surprise, c'était pas évident. Donc, depuis la cour, personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Dehors, la BRI encercle le bâtiment. Et dedans, le preneur d'otages menotte Louis, genou au sol, avant de l'asperger lui aussi d'essence. Je suis alerté aux alentours de 16h. Je me présente sur l'intervention à 16h12. Et même Louis, il est traumatisé après ça. Pour prendre en charge Kaza, qui est blessé à l'arcade. En discutant avec lui, il réalise qu'il y a de l'essence partout dans les locaux et qu'ils vont devoir réagir très rapidement. Le risque avec un liquide inflammable, c'est la création de poches de gaz qui pourraient à tout moment s'enflammer, mais pire même exploser en fonction de la concentration et du mélange avec l'air. À tout moment, il peut allumer avec son briquet et faire exploser le bâtiment. Le gaz et l'électricité des locaux sont donc coupés pour éviter toute étincelle provoquant une explosion. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Reculez, s'il vous plaît, on recule. Pour éviter tout risque, le périmètre de sécurité autour de Mexicom est élargi.
Et la BRI commence à positionner ses différents officiers autour du bâtiment. La première chose à Imagine, faire, c'est de se mettre en position, en place. Imagine, t'es le voisin et tu t'as évacué comme ça. Imagine la femme de Louis, là, qui est traumatisée parce qu'il fume. Je pense que Louis ne fume plus jamais de sa vie. Se positionne devant l'entrée du 45 et une deuxième au 47. Le truc, c'est au niveau de Diego et entre les deux portes, mais pour moi, c'est encore mieux. Entre dans les c'est un truc boutiques qui et se positionne un fait et tout machin. sur la cour. De what the... En gros, c'est eux qui vont être nos yeux au départ pour nous dire qu'est-ce que fait le preneur d'otages et combien il y a d'otages et ce genre de choses. Et une fois tout le monde en position, le négociateur de la BRI entre dans la cour et prend la place des policiers municipaux. Mais c'est terrifiant. Lui, imagine, il se prend une balle. À l'endroit exact où il se trouvait, derrière une voiture, dans la cour. Et ça pour pas modifier la dynamique de communication qui avait été mise en place avec lui. L'objectif, découvrir qui est vraiment ce faux livreur, quelles sont ses revendications et pourquoi prendre cette agence pour cible. Quand on arrive sur place, on ne peut pas envisager délibérément un assaut sans se donner la chance d'une négociation. Dans ce type de situation, la négociation se fait toujours en équipe. Un négociateur de contact, celui qui parle avec le forcené. À côté de lui, un négociateur de soutien qui analyse, conseille et surveille l'état émotionnel du preneur d'otage. Et une psychologue qui évalue sa dangerosité en analysant son comportement et sa personnalité. Et le 12 juin 2018, c'est Nicolas qui va être en contact direct avec le preneur d'otage. Pascal, à côté de lui, sera en soutien. Et enfin, Sandrine tiendra le rôle de la psychologue. C'est eux qui étaient présents au Bataclan et à l'Hypercacher en 2015. Aujourd'hui, les preneurs d'otages se sont acculturés à demander à parler avec un négociateur parce qu'ils savent que leur point de contact, ça va être le négociateur. Et dès les premiers échanges, le faux livreur va demander à se faire appeler par le prénom Chris. Et le négociateur va essayer de l'apaiser pour comprendre ce qu'il veut. Je t'écoute. La personne, à chaque fois, elle a besoin de verbaliser. Donc on doit être très dans l'écoute. Donc on laisse la personne s'exprimer, ce qui a pour but de faire baisser la tension et de faire baisser l'agressivité. Mais petit à petit, il va poser des questions de plus en plus bizarres. Oui. Quel rapport? Ouais, tu sais, je suis un chrétien, mais je suis pas pratiquement là. Je suis là. Si je suis là, il y a un peu de Christ. Et plus la discussion avance, plus le preneur d'otage va devenir agressif. Très bizarre. Tu prends soin de moi. Je prends soin des otages. Écoute, on est vraiment là pour t'aider. Il faut que tu le saches, on est là pour toi pour t'aider. Je comprends pas pourquoi au départ il insiste pour communiquer avec moi dans la cour. Parce qu'au départ il veut que je reste dans la cour et que je continue à communiquer avec lui. Au bout de quelques minutes, il aperçoit ne pas connaître cette intention, c'est terrifiant. De plus en plus. Regarde en haut, il y a le sniper, regarde en haut. Ouais, je l'avais parlé, chef. Il m'énerve. Et à ce moment-là, il me dit, si tes collègues ne reculent pas, je coupe l'oreille d'un otage. Ça va finir comme ça. Chris est de plus en plus tendu, ce qui pousse la BRI à reculer pour protéger l'otage. Il est déterminé, il est motivé, il est très agressif, il sait ce qu'il veut. Les tireurs haute précision s'écartent alors des fenêtres et le négociateur propose de continuer à discuter au téléphone. Je lui ai demandé de me communiquer un numéro de téléphone qu'il m'a donné et juste avant de couper le contact, il m'a dit « Moi je suis un soldat de la République islamique d'Iran. Il va falloir que tu retiennes quelque chose avant de me rappeler au téléphone. J'ai cette vidéo à montrer aux enfants du monde entier sur YouTube. » Quoi ? C'est à ce moment précis qu'on commence à comprendre pourquoi il est entré dans Mixicom. Il voulait diffuser ses vidéos de propagande, avec dans ces vidéos-là des revendications assez particulières. Et en remontant son numéro de téléphone, la BRI va découvrir sa véritable identité et comprendre que c'est pas la première fois que la police a affaire à lui. C'est pas la première boucle. Le négociateur rentre dans l'hôtel pour c'est continuer terrifiant. au téléphone. On réquisitionne une chambre d'hôtel où le groupe négociation se met en place. La BRI lance le profilage du forcené et une nouvelle question se pose. Est-ce que c'est terroriste ou pas? C'est la première question qu'on a. Le regard me terrifie. En juin 2018, nous sommes encore dans une période qui reste profondément marquée par les attentats terroristes.
Depuis les attaques du Bataclan et Charlie Hebdo, la menace d'un nouvel attentat pèse toujours sur la capitale. Un mois plus tôt, dans le quartier de l'Opéra, un terroriste d'origine tchétchène tue au couteau un homme et blesse 4 personnes. On a tellement vécu des moments-là que forcément, quand on a une prise d'otage, c'est le premier réflexe qu'on peut avoir à l'esprit. Quelles sont les motivations et quels sont les ressorts du preneur d'otage? Avec le numéro de téléphone que le négociateur a récupéré, la BRI retrouve donc son identité. Et contrairement à ce qu'il a dit au négociateur dans la cour, Chris n'est pas son vrai prénom. Il est né en 91 et a donc 26 ans. Et son domicile n'est pas connu par la police. Donc on essaye d'avoir des éléments auprès de la famille, auprès des proches, des voisins. On interroge différents fichiers pour essayer de cribler la personne, de mettre à jour sa personnalité. Ça doit nous aider à... Waouh les gars, ok, il y a eu trop d'informations d'un coup. Ça doit être un terroriste connu. Mais en fait pour moi c'était un mec, il a des... Enfin on récapitule. C'est un mec, il a des revendications, il veut publier des vidéos sur YouTube. C'est pour ça qu'il a pris Mixicom. C'est-à-dire que c'est un mec, il a 26 ans, il s'y connaît un peu dans YouTube, c'est-à-dire qu'il regarde un peu les vidéos et tout machin, il parle assez bien français, mais il n'a jamais, son lieu de 2006 n'est pas connu par la police. C'est très intéressant. C'est quoi Mixicom? C'est l'agence où il y a les plus gros influenceurs de l'époque, Cyprien, Squeezie, Norman, Le Rire Jaune et tout machin. Mais c'est terrifiant. C'est pas la première fois, en 2018, il y a plein d'attaques aussi. Waouh, je suis choqué. Avoir un profilage finalement de l'individu, savoir s'il est connu, d'où il vient, et en fonction de ses antécédents, de déterminer si on a déjà un profil qui peut présenter des signes de radicalisation. La police va avoir accès à plein d'informations sur preneur d'otage, comme son profil médical, son profil psychologique s'il en a un, et surtout un accès à son dossier pénal pour voir s'il a des antécédents judiciaires. Et un an plus tôt, en 2017, il découvre qu'il a déjà été arrêté pour avoir brûlé un camion pendant les émeutes de Bobigny, dénonçant les violences policières dans l'affaire Théo. Que déjà on voit à peu près à qui on a affaire, donc finalement du coup il a déjà eu, qui n'a pas un gros profil, mais qui finalement quand on le met dans le contexte de l'époque est déjà un profil d'incendiaire quoi. Ok, du coup il est pas connu, service de police, mais il a déjà brûlé des trucs. Ni recensé au FSPRT, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation. C'est un petit criminel, c'est un criminel loup. Et donc là, la situation, elle est pas claire pour la BRI. Le preneur d'otage se prétend soldat de la République islamique d'Iran, et c'est un se faire passer pour un terroriste. Mais au téléphone, c'est revendicatif d'Iran pour la BRI. Mais attendez, il a dit est-ce que tu es Christ? Du coup, il a des références chrétiennes. Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il l'est pas? De toute façon, ça. Mais attends, il revendique un truc. Je crois que c'est des vidéos islamistes. J'ai pas compris. Du coup, il est soit chrétien, soit musulman. Ça n'a rien à voir en plus ce que je viens de dire. Qu'est-ce que je dis? On va me prendre pour un raciste. Le preneur d'otage se prétend soldat de la République islamique d'Iran. Ah oui, soldat islamique. Pour un terroriste. Mais au téléphone, ces revendications vont avoir de moins en moins de sens. Les premiers éléments qu'on avait de son discours nous ont assez inquiétés, dans le sens où il était assez décousu et il semblait pas très cohérent. Je me demande c'est quoi ces revendications. Il est presque 17h, bienvenue si vous nous rejoignez. On commence par cette toute dernière information. À Forcené est retranché dans une entreprise du 10e arrondissement de Paris. Une prise d'otage serait en cours rue des Petites Écuries. Ok, il disait, c'est dans le 10e arrondissement, mais il disait pas c'était Mixicom quoi. À partir de 17h, les premières chaînes de télé commencent à relayer l'information. Pourquoi il dit que ça s'appelle Chris? Communique sur la prise d'otage. Pourquoi il disait qu'il s'appelle Chris? Je pense que c'est pour l'anonymat et tout, pour donner un faux prénom. Ça c'est la base. On en vient maintenant à ce qui se passe en ce moment dans le 10e arrondissement de Paris. Un forcené est retranché actuellement. Nous sommes en direct sur Brut, sur Facebook Live, à proximité donc, de la rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement de Paris. Petit à petit, ok, en fait, ça a été oublié parce qu'ils ont pas dit que c'était Mixicom, ils ont juste dit que c'est le 10e arrondissement. C'est bon, tout est clair. En fait, en 2018, YouTube c'était pas encore assez pris au sérieux. C'est-à-dire que tout ce qui est studio là, c'était l'agence de Cyprien et tout machin qui faisait des trucs de son côté. Mais pour la télé, YouTube c'était encore de la merde. C'est pour ça qu'ils disaient que c'était une entreprise dans le 10e arrondissement et pas directement genre des YouTubeurs. Je pense que c'est pour ça que ça a été pas full médiatisé. Se met en place. Quand on a affaire à des individus qui sont dans ces situation-là, le but c'est de donner une résonance médiatique. Souvent c'est le mobile essentiel. Les dernières négociations au Bataclan... Manque d'infos, non, je dirais plutôt... manque d'infos et aussi, on s'en foutait de d'avoir les médias. Il est venu avec de j'aurais eu la même info aujourd'hui, ça aurait fait la une une agence de youtubeurs et tout machin. Squeezie ils ont dit Squeezie et tout pour faire la une. Quand il a séquestré ce voisin, il avait déjà une méthode qui était prête. Tu viens pas dans un établissement avec de l'essence comme ça, surtout quand tu viens faire une prise d'otage, tu vois. Parce qu'on rentre pas chez Mixicom par hasard. C'était une petite société cachée dans une cour intérieure, derrière une grande porte. Pour moi, il savait exactement où il allait.
Ouais, c'est pour ça. Ce gars-là, il voulait simplement Qui a fait du choper un de repérage. ces gros youtubeurs et le filmer en direct sur sa chaîne pour faire une énorme dinguerie, quoi. Ah ouais. Putain, heureusement qu'il n'y avait pas de youtubeur à ce moment-là. Une fois dans l'hôtel, T'imagines le downfall. négociateur appelle donc le preneur d'otage sur son téléphone. Et la conversation avec lui va devenir de plus en plus bizarre. Terrifiant. Attendez, est-ce qu'ils ont tout calculé et tout machin? Ah non, le 25 décembre, ils ont pas tout calculé, putain. Je pensais qu'il y avait des indices et tout, que ça allait mettre genre pile la date du jour d'otage aussi avec. Mais ça va, ils ont pas fait gaffe. Après, je leur pardonne le truc de fou. À chaque appel avec le négociateur, l'homme prend le téléphone et va dans le couloir. Ouais, en fait, c'est ça que je me dis, c'est que heureusement, il y avait aucun youtubeur parce qu'en fait, imaginez, il y avait tous les youtubeurs qui tournaient ensemble, tout d'un coup, le boug, il vient. Là, tout d'un coup, ça fait ses vidéos et tout machin, et ça fait, toi là, tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vas dire ça. Downfall de tous les créateurs, prise de panique, et il y aurait eu au moins quelques morts. Genre là, il y avait 2-3 personnes, tu vois, enfin, qui sont restées parce qu'en fait, il y en avait 6-7, mais qui ont tous pu fuir, sauf un parce qu'il est apparu par la suite, mais sinon, what the fuck. Mais je suis obligé de faire pause parce que sinon, on a trop d'informations. Et je peux pas parler en regardant ça, en fait. Très rapidement, on se rend compte que le discours n'est pas du tout cohérent et il est quand même très ancré autour d'un délire de persécution. Pour sa première requête, le preneur d'otage demande qu'on contacte l'ambassadeur d'Iran pour lui remettre une lettre à donner au gouvernement français. Une demande qui nous paraît un peu étrange. Les forces de l'ordre qui ont pu établir un contact avec le forcené qui demande pour le moment à joindre l'ambassade d'Iran. Il dit vouloir remettre une lettre à cet ambassadeur pour que cette lettre soit remise Hashtag au gouvernement Paris. français. Et peu à peu, ces revendications vont prendre une direction étrange. Il est dans un délire de complot juif. Il nous explique que de toute façon, tout ce qui arrive, c'est de la faute des juifs, même jusqu'à... Tout ça, c'était la faute des juifs. Point. Et je pleure de rire. De toute façon, vu un seul gars, il l'a retenu là. Ils étaient tous là. Ils auraient pris 5 ou 6 vs 1. Il aurait démonté. Je suis pas d'accord, les gars. Là, c'était un 1v1. Du coup, c'était instinct de survie. Pour moi, s'ils étaient genre 3-4, là, jamais ils auraient tous fui, ils auraient tous perdu. Pourquoi? Une raison. C'est que le 1v1, c'était le boug qui frappait l'autre, qui se défendait, mais il se défendait seul. Du coup, il pouvait prendre des risques. Là, s'il y avait sa femme, il aurait pas pris plus de risques que ça. Parce que imagine, si tu t'énerves 1 contre 1 et que t'énerves le mec, le dangereux, le terroriste, c'est toi qui vas en subir les conséquences. Mais si toi, tu t'amuses à énerver le terroriste alors que t'es avec ta femme, t'es avec tes potes et tout machin, et tes collègues, voyez, c'est notre histoire. En fait, tu vas être beaucoup plus prudent. Mais du coup, non, 5 vs 6, ils auraient plus perdu encore. C'est vraiment 1 vs 1 et ça a bien été fait. Le président de la République, qui lui est juif. Il va alors commencer. Public qui lui est juif. Tout ce qui arrive. Direction étrange. Il est dans un délire de complot juif. Il nous explique que de toute façon, tout ce qui arrive, c'est de la faute des juifs, même jusqu'au président de la République. Ah ouais, qui, lui, président. est juif. C'était qui le président de la. Non, c'était. Il va alors commencer à mélanger plusieurs théories. Président République. Emmanuel Macron est juif? Il est agnostique, pourquoi il dit qu'il est juif? Je pense que c'est une façon de parler. Tout ce qui arrive, c'est de la faute des juifs, même jusqu'au président de la République, qui lui est juif. Il va alors commencer à mélanger plusieurs théories et devenir de plus en plus incohérent. Au fil des appels, il est dans un délire absolu, un délire paranoïaque. Il nous parle d'affaires avec Ziad, Théo, l'affaire de Nordal-Lelandais avec la petite Maëlys. On a le sentiment qu'il vient réparer une injustice, mais avec des idées qui ne sont pas du tout ancrées dans la réalité. Nous, ça commence aussi à nous inquiéter parce qu'il n'y a rien de construit dans sa manière. C'est donc ça que vont faire les platistes. Il va alors expliquer Agnostic, c'est pas croire en rien. Plusieurs détails cachés dans les médias et au cinéma pour le prouver. Agnostic, je crois que c'est croire en rien, mais il croit à une entité. Il me semble, c'est tu crois en quelque chose, mais tu sais pas encore. Enfin, tu sais pas quoi. Tu vois, pas toutes les religions en gros. Un truc dans le genre. C'est le contraire de athée. Athée, tu crois en rien. Inquiété parce qu'il n'y a rien de construit dans sa manière de s'exprimer et dans ses idées. Il va alors expliquer que le monde est contrôlé par une élite en listant plusieurs détails cachés dans les médias et au cinéma pour le prouver. Par exemple, pour lui, sur l'affiche de La Planète des Singes, sortie quelques mois plus tôt, l'actrice blonde en arrière-plan, c'est en réalité la petite Maëlys, tuée par Nordal-Lelandais. Oula.
terrifiant. Ça, c'est un grand thème, l'idée qu'une organisation secrète s'amuserait, en fait, à laisser des signes de leur présence, des traces. En fait, pourquoi les organisations ils mettraient des indices ou pour marquer leur territoire, leur domination. Il y a une grande méfiance aussi de sa part. Il a le sentiment qu'on veut toujours le manipuler. On est vraiment face à une personne qui a des troubles psychiatriques importants. Et du coup, on voit que la négociation n'a pas de prise. Le preneur d'otage refuse donc toute discussion et tous les moyens possibles de communication, les réseaux sociaux, pour dire à tout le monde ce que la presse, le système, les puissants ne disent pas et ne veulent pas voir révéler. N'ayant pas de réponse sur ses réseaux sociaux, l'homme a donc fini par passer à l'acte en ciblant cette fois une agence de youtubeurs. Oh, c'est terrifiant. À la base, lui, ce qu'il voulait faire, en fait, c'était rentrer dans les bureaux, séquestrer le filmer. Les agents de la BRI comprennent alors qu'ils sont face à un homme prêt à tout. Tout ça, ça donne du renseignement et ça va être dirigé vers le négociateur qui, lui, va pouvoir avoir au fur et à mesure l'idée de ce qui se passe et comment pouvoir après appréhender une négociation vis-à-vis d'un preneur d'otage. Est-ce qu'on va prendre le temps de discuter avec lui et on sait qu'avec le temps, peut-être qu'il va commencer à céder? Ou est-ce qu'on sait que l'individu est totalement déterminé, qu'il est embrigadé dans sa lubie de prise d'otage et que du coup, on sait qu'il va y avoir une intervention? C'est terrifiant. Il pleut en plus de ça. C'est encore pire. Avec tous ces renseignements, les négociateurs vont discuter avec la psychologue de la BRI aussi présente dans la chambre et ce qu'elle détecte va tout changer. Au fil de ces appels, on a compris qu'il y avait une pathologie assez lourde et que la psychologue nous parle de paranoïa. Ce qu'on appelle schizophrène paranoïde, c'est-à-dire qu'il y a un délire de persécution, mais qu'il y a une incohérence dans la pensée. On voit qu'il passe vraiment du coq à l'âne, qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir un discours construit. Dès les premiers échanges au téléphone, elle comprend qu'il y a un souci. On entend que parfois il est assez calme et puis tout d'un coup il y a un état émotionnel très fort. Il passe d'une émotion à une autre très rapidement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de stabilité, pas de contenance possible. C'est très compliqué de négocier avec quelqu'un de paranoïaque puisque tout ce que vous dites est interprété. Et c'est ça qui rend compliqué la négociation. La piste terroriste est définitivement écartée. L'homme n'est pas un fanatique, mais un déséquilibré. C'est des revendications effectivement islamistes, mais qui n'ont ni queue ni tête. Et donc rapidement, on comprend que cet individu est quelqu'un qui est déséquilibré. Un élément qui semble se confirmer, c'est qu'il n'y a pas de dimension terroriste. Et à ce stade, eh bien, la piste terroriste est écartée pour cette prise d'otage. Pour l'instant, je pense qu'il faut attendre de voir ce qui se passe parce que ça peut être simplement un déséquilibré mental. C'est juste un déséquilibre, mais c'est... Attends. Gouvernement par la terreur, ok. Emploi systématique de la violence. Ok, c'est pas... Ok, du coup, ok, c'est pas... En fait, si, parce qu'il revendique des trucs... des trucs islamistes, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, il est plus demeuré que littéralement... C'est assez... Son profil est assez compliqué, hein. Mais paradoxalement, ça va rendre la négociation et l'intervention encore plus risquées. Quand vous avez affaire même à un terroriste, à quelqu'un de même résolu et même prêt à mourir, mais qui est censé, vous pouvez négocier, vous pouvez engager une discussion, vous pouvez essayer d'établir quelque chose. Quelqu'un qui est déséquilibré lui, il attend mentalement, rien en fait. C'est pas possible.
Résolument, on n'arrivera pas à le raisonner, donc il faut provoquer l'assaut. Ouf, surtout quoi, que ça la va BR tirer va découvrir très vite qu'il n'y a pas qu'un seul otage, non, mais 2. Non. 15h45, quand le faux livreur marche dans le couloir, il passe à côté de plusieurs bureaux. Celui d'Agnès et Blanche, les 2 productrices qu'on a vues plus tôt, mais aussi celui de Tiffany, en plein montage d'une vidéo à ce moment-là. Oh, la monteuse. À cette époque, la porte du bureau est souvent fermée pour travailler dans le calme. Et quand Tiffany entend l'homme crier et se battre, contrairement aux autres, elle va pas réussir à sortir, les fenêtres du bureau étant restées fermées à clé ce jour-là. Cachée derrière un meuble, elle va réussir à contacter son copain, et avec ses indications, elle va avoir, sans le vouloir, un rôle clé pendant cette prise d'otage. Là, c'est une source de renseignement inestimable. Cette personne peut nous donner du renseignement pour nous dire où se trouve le preneur d'otage, quelle est la situation à l'intérieur, tout en essayant de garder à l'esprit qu'il faut qu'elle ne prenne pas de risques. Le preneur d'otage n'ayant pas ouvert son bureau, il ignore qu'elle est là, à quelques mètres de lui. Le preneur d'otage, on n'en avait pas conscience, mais ça faisait en réalité 2 otages potentiels. À ce moment-là, pour réussir leur plan d'extraction, sa présence dans les locaux doit absolument rester secrète. S'il est branché sur des chaînes d'information à la télé et que là aussi la présence des médias donne trop d'informations aux preneurs d'otages, ça peut induire chez lui une réaction qui n'était peut-être pas celle prévue initialement. C'est simple, si l'information fuite dans les médias et que le preneur d'otage la prend, elle court un énorme risque. Oh mon Dieu. Cette dernière information, un homme serait actuellement retranché. Il retiendrait 2 otages. Pour l'instant, donc, nous avons confirmation qu'il retient 2 personnes. Non. 2 personnes en otage au niveau Ça a été du médiatisé. 45 rue des Petites Écuries. Non. Non, 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 non. Il a un briquet, il y a de l'essence, il y a des otages. La question se pose pas, il faut intervenir à ce moment-là. Dans le prochain épisode, non. le compte à rebours est lancé et la moindre erreur peut tout changer. Il y a des vapeurs d'essence qui se développent depuis un moment. Si vous mettez des grenades ou des munitions, il y a un risque d'explosion. Donc on a un risque important que tout s'embrase et qui mette le feu tout simplement à l'immeuble. La moindre étincelle peut tout faire exploser. Non. Le preneur d'otage va Me devenir... dis pas que c'est la fin de la vidéo. Non, 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 c'est pas possible. Et ça va obliger la BRI à déclencher en urgence l'assaut final. Non, Ils non, avaient quand non, même non. face à eux 2 personnes qui étaient menacées de mort, donc j'ai donné l'ordre de passer à l'assaut. Non, 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 c'est une dingue. Non, 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 non. Ils peuvent pas. Non, non, frérot. Dinguerie de sortir ce genre de poulet. Et y a pas d'épisode 2. Putain. Non, non, tu fais ça en 3. En fait, il a dit depuis le début, mais j'avais pas compris. En fait, je pensais que la vidéo serait divisée par 3, en 3, mais non, pas du tout. En fait, la vidéo. Enfin, il y aura 3 vidéos en fait. L'épisode 2 sort vendredi prochain, le 30. Ouais, mais Casa le en fait, récapitule, Casa là, qui est le GOAT, qui sauve sa femme, qui sauve son pote, qui frappe ce type parce qu'il voit un inconnu qui est le voisin en fait, qui what the fuck, le bloc twist qui a en fait une deuxième otage, qui est une monteuse, que le mec doit pas savoir, mais finalement les médias c'est des enfoirés, ils ont leak, c'est une dinguerie. Et là il y a pas d'épisode. Mais oui, le gars il a attaqué avec un vieux balai, mais c'est un fou. Ce type est fou. Bah oui, je vais réac le 2, hein, les gars. Dès que le 2 sort, les gars, sur ce, moi je vous dis ciao. Merci beaucoup d'être restés. Et la vidéo est folle.